Grèce, été 2015. Un peuple dit non. Όχι. Un gouvernement, lui, dit oui et capitule face à la Troïka et à l'Union européenne. Et elle refuse de céder. Elle, c'est Zoé Constantopoulou, ancienne présidente du Parlement grec, l'Avouli, femme d'une grande famille politique d'opposants à la dictature, avocate, juriste, militante et maintenant députée et chef du parti qu'elle a fondé en 2016, Cap sur la liberté. Une femme droite, une femme debout. Pendant que presque tout se plie, elle tient bon. Elle dit non au mémorandum. À compter de ce jour, je ne défendrai plus le Premier ministre. Non à la trahison du peuple, non au déni de la démocratie. Nous ne sommes pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Et aujourd'hui, je veux être ce que je crois faire de mieux, tout simplement parce que je l'ai choisi. Et elle a quitté son poste et le pouvoir. À ce stade de notre discussion, je considère qu'il est de mon devoir de préciser que depuis ce siège même, j'avais publiquement affirmé que ce Parlement ne voterait jamais en faveur d'un mémorandum. Je suis désolée pour cette erreur de jugement. Je vais donc à ce moment précis transmettre la présidence de cette assemblée à monsieur le premier vice-président du Parlement afin qu'il prenne en charge la direction de la discussion pour la suite de nos travaux et assure la bonne tenue des débats. Et je vais en appeler à la responsabilité de ceux qui, depuis tout ce temps, ont encouragé ces attaques débridées, y compris ici au sein même de cette assemblée, afin qu'ils assument pleinement les conséquences de leurs actes. Elle perd ses soutiens, mais elle garde l'essentiel, la confiance du peuple et de ceux qui n'oublient pas. Depuis 2015, elle se bat contre l'austérité, contre l'impunité, contre les injustices, contre la corruption. Dans les rues, devant les tribunaux, à la télévision, au Parlement et bientôt peut-être au pouvoir. Car aujourd'hui, Zoé Constantopoulou et son parti Cap sur la liberté sont deuxièmes dans les sondages. Peut-être premier demain. Pourquoi ? Parce qu'elle ne triche pas, parce qu'elle ne recule pas, parce qu'elle est restée fidèle à ses convictions. Notamment dans l'affaire tragique de l'accident ferroviaire de Tempi. Un accident qui a coûté la vie à 57 personnes, en particulier des jeunes et des enfants. C'était le 28 février 2023. Face à ce drame, le pouvoir Nouvelle Démocratie du Premier ministre Mitsotakis reste silencieux. Car la responsabilité incombe aux politiques imposées par l'Union européenne après la trahison du référendum voté par les 2/3 du peuple en 2015. Recul de l'État, privatisation incohérente, affaiblissement des services publics. Il s'ensuit des conséquences graves sur les infrastructures et donc l'accident de Tempi qui préfigure d'autres catastrophes. Au final, l'accident de Tempi n'est pas un accident, c'est un crime contre la population. Zoé Constantopoulou, elle, a crié. Elle a demandé justice avec le peuple. Elle a pointé les coupables avec le peuple. Elle a refusé d'oublier comme le peuple refuse d'oublier. Manifestation monstre à Athènes. Manifestation pendant des mois dans toute la Grèce et dont on a si peu parlé en France. Zoé Constantopoulou est maintenant la figure politique qui incarne cette colère du peuple grec. C'est dans ce contexte que nous sommes venus à sa rencontre. À Athènes, berceau de la démocratie, et au Parlement grec l'Avouli. Qui est aujourd'hui Zoé Constantopoulou ? Que veut-elle changer ? Et pourquoi tant de Grecs,
à nouveau croient en elle. Et surtout des jeunes, des femmes, et beaucoup de ceux qui s'étaient détournés de la politique, dégoûtés des trahisons, en particulier celle de Syriza. Quel avenir pour la Grèce? Et quel avenir pour une autre Europe soucieuse des intérêts des peuples et non pas des multinationales et des institutions financières? Zoé Constantopoulou incarne un renouveau, pas seulement en Grèce, mais peut-être pour toute l'Europe. « 1er avril 2024. Un drame secoue la Grèce. Kyriaki Griva, 28 ans, est poignardé à mort par son ex-partenaire devant un commissariat à Athènes. Quelques instants auparavant, elle avait sollicité l'aide de la police pour signaler le harcèlement dont elle était victime. Se sentant menacée, elle demande une escorte à la police. Sa demande d'escorte pour rentrer chez elle en sécurité s'est heurtée à une réponse glaçante. Les voitures de patrouille ne sont pas des taxis. Cet assassinat, survenu aux portes d'un poste de police, a déclenché une onde de choc à travers le pays. La population a exprimé sa colère face à l'inaction des autorités. Des manifestations éclatent un peu partout, notamment devant le commissariat où Kyriaki a perdu la vie. Des étudiants en musique se rassemblent, les mains peintes en rouge, chantant en mémoire des victimes de féminicide. Une banderole clame « Les voitures de patrouille ne sont pas des taxis. Aucune femme seule ». Face à l'indignation publique, des mesures sont prises. 6 policiers, dont le chef de poste et l'opérateur du centre d'appel, sont démis de leurs fonctions. Des poursuites pénales sont engagées contre 4 d'entre eux pour exposition fatale par omission. Un an plus tard, le 1er avril 2025, la mémoire de Kyriaki est honorée. Un mémorial est inauguré devant le commissariat où elle a trouvé la mort, en présence de sa famille, de ses amis et de militants pour les droits des femmes. Nous y étions pour vous.
La plaque en mémoire de Kyriaki reprend ses propos en rappelant les circonstances tragiques de sa mort. Parmi les figures présentes, Zoé Constantopoulou. Elle dénonce l'inaction des autorités face au féminicide et plaide pour une reconnaissance légale de ce terme dans le code pénal grec. La lutte contre les féminicides et leur prévention est d'ailleurs un des combats centraux de Zoé Constantopoulou et de son parti CAP sur la liberté. Son soutien indéfectible aux familles des victimes et sa participation active aux manifestations reflètent sa détermination à lutter contre les violences faites aux femmes en Grèce. Violences, d'ailleurs, en augmentation nette, en particulier en raison de la crise sociale majeure dans le pays. On le voit là que les combats que mène Zoé Constantopoulou sont cohérents les uns par rapport aux autres. Lutte contre la crise économique et sociale engendrée par les politiques néolibérales imposées par l'Union européenne, lutte contre les féminicides en augmentation en raison même de ces politiques.
Le 28 février 2023, la Grèce a été frappée par une tragédie ferroviaire sans précédent à Tempi, près de Larissa. Un choc d'une violence inouïe. 4 wagons du train de voyageurs ont déraillé. La voiture de tête dans laquelle se trouvaient des dizaines d'étudiants, complètement broyés, les 2 convois se sont heurtés frontalement à la sortie de ce tunnel. Il est un peu plus de 23 heures hier soir. Sous le choc, le premier wagon prend feu. Les pompiers sortent sur une civière un blessé, mais difficile dans cet enchevêtrement de tôle de retrouver des survivants. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore toutes connues. Les médias grecs affirment qu'il s'agit de la plus grande catastrophe ferroviaire qu'ait connue le pays. Un train de passagers, transportant environ 350 personnes, est entré en collision frontale avec un train de marchandises, entraînant la mort de 57 personnes et en blessant au moins 85 autres. Parmi les victimes, une majorité de jeunes étudiants, notamment de l'université Aristote de Thessalonique, qui rentraient chez eux après un week-end prolongé. L'enquête révélera que les 2 trains sont restés sur la même voie pendant 12 longues minutes, sans que personne ne réagisse. Alors on a cherché la cause du drame, et la première enquête a révélé une erreur humaine. Le chef de la gare de Larissa a été arrêté et inculpé pour négligence ayant entraîné la mort. Il aurait dirigé le train de passagers sur la mauvaise voie menant à la collision. C'était le choix aisé du lampiste. Mais les familles des victimes, rejoints relativement rapidement par des citoyens grecs en colère, n'acceptent pas cette version simpliste des faits et enquêtent d'abord par eux-mêmes. Et ils auront eu raison de le faire, car l'enquête qui en résultera montrera qu'en fait la raison principale de ce drame, qui n'est pas unique, il faut le savoir, en Grèce, avant ce drame de Tempi, ce sont des dizaines d'accidents ferroviaires qui ont eu lieu, entraînant quelques blessés, un mort ici, 2 morts là. Tempi a été le moment révélateur, car massifié dans la mort. Les familles des victimes découvrent que ce qui pose problème, c'est l'obsolescence des infrastructures. Le réseau ferroviaire grec souffrait de systèmes de signalisation défaillants, obligeant les opérateurs à gérer manuellement la circulation des trains, augmentant ainsi le risque d'erreur. La maintenance des voies était peu ou mal assurée. Non seulement la signalisation était hors service, mais les systèmes de sécurité étaient également défaillants. Ainsi, les systèmes de contrôle automatisé étaient aussi hors service depuis des années, non remplacés, car remplacer coûte cher et en économie néolibérale, on ne fait pas ce genre de choses, laissant place à une gestion manuelle, bien évidemment sujette aux erreurs humaines, d'autant que le manque de personnel, lui également dû à des coupes sombres dans la masse salariale, font que ces erreurs humaines ne peuvent que survenir plus fréquemment et évidemment amplifier des drames comme celui de Tempi. Les enquêtes ont permis également de se rendre compte que les syndicats ferroviaires ont été ignorés dans leurs alertes. Avant cette catastrophe, et parce qu'il y avait déjà eu de nombreux plus petits accidents ferroviaires, les syndicats avaient à plusieurs reprises alerté les autorités sur les risques liés à la vétusté des infrastructures et au manque de personnel qualifié. 3 semaines avant l'accident, ils avaient mis en garde contre la possibilité d'un accident majeur si des mesures correctives n'étaient pas prises. Malheureusement, ces avertissements sont restés lettre morte, les responsables politiques n'ayant pas assumé ces négligences et la responsabilité de ne pas avoir écouté ces alertes. Clairement, l'accident de Tempi, comme tous les autres accidents ferroviaires, comme tous les autres accidents qui pourraient survenir des défaillances d'infrastructures liées aux politiques européennes, sont les conséquences des politiques d'austérité et de privatisation. La privatisation de la Compagnie nationale des chemins de fer, combinée à des réductions budgétaires massives imposées par l'Union européenne, a conduit à une détérioration significative de la maintenance et de la sécurité des infrastructures ferroviaires. Ces politiques ont fragilisé le réseau ferroviaire, augmentant les risques d'accidents. Et aujourd'hui, les Grecs ont pleinement conscience de cette réalité et pleinement conscience des causes de cette réalité. Suite à la catastrophe, suite aux enquêtes menées d'abord par les familles des victimes, une vague d'indignation a traversé l'ensemble de la Grèce. Des manifestations massives ont eu lieu, bien sûr à Athènes, où près d'1 million de personnes se sont réunies, les citoyens exigeant des comptes
et dénonçant les conséquences des politiques d'austérité et de privatisation sur la sécurité publique. Ces manifestations ne se sont pas seulement tenues à Athènes à la fin du mois de février en commémoration des 2 ans de l'accident ferroviaire de Tempi, mais elles se sont aussi tenues pendant des mois dans l'ensemble du pays. Souvenez-vous ce que nous disait Olivier Delorme dans son interview. Sur son île de 800 habitants, régulièrement, la moitié d'entre eux, 400, se réunissaient devant la mairie pour protester contre les politiques d'austérité et ce drame terrifiant de Tempi. 2 ans après la tragédie, en février 2025, des grèves générales et des rassemblements ont été organisés en mémoire des victimes, témoignant de la persistance de la colère populaire et de la volonté populaire de résoudre globalement et structurellement les problèmes posés par les politiques néolibérales d'austérité. Dans ce contexte, une figure a émergé, celle de Zoé Constantopoulou. Elle s'est imposée comme figure de proue dans la quête de vérité et de justice. D'abord en incarnant politiquement ce combat, et au premier lieu au Parlement grec, d'où elle a tenu et elle tient toujours une tribune régulière, demandant des comptes aux responsables et rendant compte au peuple de l'action politique. Dès les premiers jours suivant l'accident, elle a dénoncé les défaillances systémiques du réseau ferroviaire grec, pointant du doigt les conséquences des politiques d'austérité et des privatisations imposées par l'Union européenne. Elle a activement participé aux manifestations aux côtés des familles des victimes, partageant leurs douleurs et leur quête de réponse. Son engagement a contribué à maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il rende des comptes et mette en œuvre des réformes concrètes. Nous en avons pu être témoins, nous-mêmes, directement, au Parlement grec, où nous l'avons vu, à nouveau, pointer du doigt le Premier ministre Mitsotakis et lui demander des comptes, encore et toujours. Grâce à cette quête de la vérité, l'influence politique de Constantopoulou a connu une ascension fulgurante. En mars 2025, son parti a vu son soutien passer de 4,9% à presque 16% en seulement 2 mois, principalement en raison de sa position ferme sur la tragédie de Tempi, mais également car cette position fait écho à tout ce qu'elle défend depuis 10 ans, ayant refusé le mémorandum imposé par l'Union européenne. Ce gain de popularité s'est fait au détriment des partis traditionnels comme le PASOK et Syriza, consolidant sa position en tant que figure incontournable de l'opposition. Maintenant, il faudra compter sur Zoé Constantopoulou. Nous sommes à Athènes, dans une rue où il y a plusieurs partis. Un peu plus loin, là-bas, encore à 10 minutes de marche, on va avoir Cap sur la Liberté. Et en passant, on passe devant le PASOK, le parti social-démocrate grec qui a été très très longtemps au pouvoir. C'est un peu comme le Parti socialiste français, de l'alternance gauche-droite. Ce que certains ont appelé l'UMPS, voilà, c'est la partie PS de l'UMPS grec. Beaucoup de trahisons qui ont conduit à Syriza, qui lui-même parti a largement trahi en 2015 en signant le mémorandum imposé par la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, et contre lesquels Zoé Constantopoulou s'est opposée. Donc en fait, Zoé Constantopoulou, elle continue à incarner l'opposition à ce que n'est plus du socialisme, mais qui était devenu le social-libéralisme et surtout le libéralisme un peu social. Voilà, du PASOK, dont le siège est ici, entouré de policiers parce qu'il n'est pas très populaire. Allez, on continue pour aller dans le parti Cap sur la Liberté de Zoé Constantopoulou. Alors voilà, on s'approche du Cap sur la Liberté. C'est le parti fondé par Zoé Constantopoulou. Quand elle a rompu avec l'Unité populaire, qui était lui-même une émanation de Syriza, enfin, plutôt de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la trahison de Tsipras et la conformité de Tsipras même au diktat de l'Union européenne. Watatsistis.
C'était le logo là. Allez, on va aller voir là-bas. Alors, il y a un cap sur la liberté, avec un très beau logo. Toute voile dehors, vers le futur. D'ailleurs, un de leurs slogans, c'était ni de droite ni de gauche, en avant, même si c'est un parti de gauche. Alors, bonjour Zoé Constantopoulou, merci de nous recevoir dans tes bureaux en face de la Voulie, c'est-à-dire le Parlement grec que tu as présidé en 2015. Tu es une femme politique très 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 populaire en Grèce, bien connue de nombreux militants en France parce que tu es venue de nombreuses fois à partir de 2017 pour parler du plan B et tu as une carrière assez exceptionnelle. Alors je me permets de tutoyer Zoé Constantopoulou malgré son statut parce que j'ai la chance de la connaître. On se connaît depuis maintenant longtemps, on avait travaillé ensemble sur le plan B. Et tu es avocate, c'est ton métier d'origine. Tu as été élue avec Syriza en 2012, il me C'est semble. ça. En 2015, tu as été présidente de la Voulie. Tu as fait beaucoup évoluer cette institution qui était un petit peu rouillée. Et ce qui est assez exceptionnel avec toi, c'est que au moment de la signature du mémorandum par Tsipras en 2015, on réexpliquera ce que c'était. Toi, contrairement à une partie de Syriza, avec quelques autres membres de Syriza, vous avez dit non. On a été élu par le peuple pour un mandat, et nous, on est honorable, on respecte notre mandat, et on respecte le vote populaire, parce qu'ici, c'est la place Syntagma, célèbre place, où sont réunis énormément de gens au moment de ce référendum en opposition au diktat de l'Union européenne. C'était le célèbre όχι, non en grec, remporté quasiment à 2 Grecs sur 3 avaient voté non. Et un peu comme en France, avec le référendum de 2005, on s'est écrasé dessus. Et toi, maintenant, tu incarnes cette figure de ceux qui sont restés avec le peuple, et tu as créé un parti qui s'appelle Cap sur la liberté. Cap sur la liberté ou trajet de liberté, comme vous voulez. C'est vrai que les Anglais disent Course of Liberty, trajet de liberté, et dont on se sent, nous, assez proches. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les valeurs principales et les objectifs principaux de Cap sur la liberté? Mon cher George, tout d'abord, je suis très contente de te recevoir, de vous recevoir ici. On se connaît depuis longtemps. On travaille ensemble depuis 2015
tu m'as accueilli en France en, euh, pour une séance du plan B. C'était le jour même où il y a C'est vrai. eu les attentats. Le Bataclan. Oui. Et on travaille ensemble depuis. Je te fais vraiment confiance pour ton intégrité et je suis très contente qu'on peut continuer à discuter et de collaborer. Et ici en Grèce, il y a eu bien sûr un attentat contre la démocratie. Il y a eu un coup contre la volonté du peuple. Moi, j'étais présidente du Parlement. J'ai refusé de contourner le mandat démocratique du peuple, le mandat du référendum. Il y a eu un 62% non au dictat de la Troïka, donc de cette alliance contre les peuples européens. Qui se Et comporte quasiment en colonisateur ici, en Grèce. il y a il y a une pratique qui constitue en fait un approfondissement des pratiques et de la tradition du Fonds monétaire international qui en fait élabore sur des pratiques de colonisation des peuples et des États. Moi, j'ai toujours cru que la démocratie et la souveraineté du peuple est notre devoir. Et c'est pourquoi, alors que j'avais bien sûr un siège de pouvoir très très haut, la troisième position dans la hiérarchie politique de Grèce, est la position de président de Parlement, j'ai choisi d'être toujours avec le peuple. Je n'ai jamais eu de remords, je n'ai jamais eu... Si je me permets, je confirme, en 2015 et 2017, on s'est promené dans Athènes, alors qu'il y avait un grand ressentiment envers Tsipras et la trahison. Tu étais une des rares qui pouvait se promener dans la rue et avec le peuple qui te saluait. Oui, et ça reste toujours une source d'espoir, de pouvoir pour ce que je fais, pour ce qu'on fait avec notre trajet de liberté. On est un groupe parlementaire en ce moment petit, donc on a 6 membres dans un parlement de 300 membres, mais on est, dans la plupart des temps, on est le groupe avec le plus des députés dans la salle, comme vous avez pu attester ces jours que vous êtes là avec nous en Parlement. Et puis tu incarnes la figure de l'opposition maintenant. Oui. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, on refera un autre interview parce qu'il y a énormément de sujets à aborder. C'est très très intéressant parce que c'est des leçons pour la France aussi et pour le reste des pays européens, ce que vous avez fait, ce que vous avez subi et comment vous résistez avec Cap sur la liberté et toi. C'est que tu as créé Cap sur la liberté en 2016. Justement. Et c'est pas facile. Il faut survivre dans un contexte politique très très difficile. Ça a mis du temps. Là, les résultats. Alors, il y a un système électoral qui est plus favorable, comme on dit, aux petites formations politiques qu'en France, où c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus serré. Donc, avec un résultat qu'on pourrait considérer faible, mais de plus de 3%, 3,71, 3,72, vous avez eu 6 députés, et puis vous avez une élue au Parlement européen. Mais maintenant, les sondages vous mettent deuxième, derrière la Nouvelle Démocratie, que tu affrontes tous les jours. J'ai encore entendu hier provoquer la colère folle du ministre de la Santé, parce que tu as cette spécificité de dire qui est responsable envers le peuple, et pas juste le flou de l'irresponsabilité. On te crédite de 15%, tu es devant le PASOK, devant le parti de gauche,
Parti socialiste historique Mhm. grec, devant Syriza, et tu menaces tout le monde là. Et vous menacez tout le monde. C'est-à-dire, non mais parce que tu as un passé glorieux ici, Mhm. mais il y a un avenir glorieux Mhm. qui est l'incarnation de cette résistance. Alors pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait que chez toi et dans Cap sur la liberté, le peuple grec voit la reprise de la flamme de ce combat qui a été abandonné? Le peuple grec a une histoire glorieuse de résistance. C'est le peuple qui a payé vraiment le prix de sang le plus haut dans la Deuxième Guerre mondiale. On a eu 1,5 million de blessés et des victimes de guerre dans une population qui était 6-7 millions. Donc, presque un quart de la population, c'était des victimes de guerre. Il y a eu une résistance glorieuse. Il y a toujours eu contre ce peuple une trahison après la guerre. Il y a toujours, je dirais, dans l'âme des Grecs, il y a la résistance, l'amour de la liberté, l'amour de la démocratie. On a subi aussi un coup d'État en 1967. Il y a eu une dictature de 7 ans, de 67 à 74. Mon père, d'ailleurs, était incarcéré pendant 4 ans dans la dictature en tant que prisonnier politique. Et le peuple n'a jamais accepté d'être humilié. Le peuple n'a jamais accepté les dictats. Le peuple a dit un non très, très glorieux le 5 juillet 2015. Et ce peuple a été terrorisé, diffamé, et ensuite mis à l'écart. Mais ce peuple même, c'est le peuple qui, en ce moment, voit l'espoir, voit que la résistance et je dirais, tenir une position qui ne change pas, cela peut être une voie pour l'avenir. Je dirais que ce qui se passe en ce moment, c'est un peuple qui s'est vu être victimisé des pratiques antidémocratiques, des pratiques de corruption immenses, de pratiques de fraude contre les électeurs, des pratiques vraiment abominables. Ce peuple a expérimenté il y a 2 ans un accident ferroviaire vraiment atroce qui était dû à des pratiques de corruption qui ont fait que les trains en Grèce n'avaient aucune mesure de sécurité et à la fin, 2 trains il y a eu une collision des 2 trains dont les 2 conducteurs ne voyaient même pas qu'ils étaient dans la même ligne pendant 12 minutes et il n'y avait aucun système et aucune personne à intervenir, alors que les systèmes ferroviaires ont été privatisés pour payer la dette, alors que ceux qui gouvernent disent qu'ils ont sauvé le pays, et alors que aucune des promesses de croissance et de sécurité pour le peuple n'a été tenue.
Donc, on est Oui, dans beaucoup un... de jeunes, on a rapporté, beaucoup de jeunes sont quittés la Grèce. Le taux de Mhm, pauvreté est très élevé, même absolument. si les chiffres officiels de l'économie ont l'air un peu meilleurs, mais en fait, la situation des Grecs elle-même est terrible. Mais tu sais, George, on est gouverné par un parti politique, la Nouvelle Démocratie, qui doit 500 millions d'euros aux banques. Je répète, le parti politique qui gouverne la Grèce doit 500 millions d'euros Zéro. aux banques. C'est encore plus fort que nos partis politiques en France. Tu comprends que un parti d'abord qui est dans une telle situation ne peut dicter à personne comment gérer l'économie. Ça va de soi. Et ensuite, un parti économique, un parti politique, pardon, qui dépend d'une telle manière des banques ne pourra jamais, jamais prendre des mesures contre la victimisation des citoyens, des travailleurs, des personnes qui vivent et qui ont besoin d'accès aux banques. Il ne prendra jamais de mesures pour protéger les citoyens. Mais d'ailleurs, c'est pour ça je t'ai recontacté Mhm, il n'y a pas si longtemps pour te demander si on pouvait t'interviewer. Pourquoi? Parce que tu l'as évoqué, il y a eu ces manifestations massives. mhm. 1 million de citoyens grecs Oui, à juste Athènes. là, Et il y a devant le Parlement. voilà, devant le Parlement, ils ont fait, d'ailleurs on les voit là-bas, hein, Mhm, alors, il y a la relève de la garde, mais devant, on l'a filmé avec toi, mhm, sur plusieurs sujets, parce qu'il était sur plusieurs fronts, et mhm, sur le front des féminicides, mhm, avec cette affaire atroce mhm, du 1er avril 2024, dont on vous montre les images. On était avec toi sur cette place hier avec les mhm, manifestants, mhm. donc 1 million de manifestants, puis des manifestations pendant des Dans tout mois le dans tout pays le pays, et rien, et pas, et à pas un mot l'extérieur. en France. Mhm. Ouais, Pas un mot en pas un France, mot, hein. pas un mot. Alors que, en fait, toi, Mhm, tu incarnes dans le Parlement cette colère mhm, qui est dans la rue et qui s'oppose aux conséquences du mémorandum, en fait, mhm, mhm. et au pouvoir qui actuellement dépend des banques, comme tu le dis. On a un problème comment dire, de non-médiatisation de la vérité ici en Grèce et je dirais en général dans le monde. Hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas médiatisées, qui ne sont même pas dites par les médias. Et il est très important et je dirais ça, c'est aussi un pouvoir du peuple. Il est très important que les citoyens ont pris l'information entre leurs mains. Les manifestations du 26 janvier 2025 et du 28 février 2025, c'était les 2 ans après le crime de Tempe, comme nous on l'appelle. C'est un crime, c'est pas seulement un accident, c'est un crime parce qu'il y a de la responsabilité pénale au personnel politique. Les manifestations n'étaient même pas mentionnées par par la chaîne publique de télévision qui est contrôlée par le Premier ministre. Mais les citoyens ont, eux, photographier, filmer et ensuite diffuser les images, ce qui a fait que à la fin, c'était les gens, c'était les citoyens qui ont contrôlé l'information et qui n'ont pas permis une opération de cacher la vérité. Et ce que j'ai un besoin de dire que ce pouvoir des citoyens, on le voit aussi à Palestine,
Ce sont les Palestiniens qui filment le génocide qu'ils subissent. Oui, comme ça n'a jamais été vu pour le moment en direct, cette guerre en Exactement, direct. exactement. Donc, on est dans un point dans l'histoire où il est très, très, très important de donner l'information aux gens. Et d'ailleurs, je veux te féliciter d'avoir fait le choix de créer un médium d'information et Mmh. de publication. C'est très important au niveau européen. Et je pense que très, très bientôt, des initiatives pareilles vont se créer aussi dans le monde. D'ailleurs, on t'attend peut-être bientôt, à Paris, si tout se passe C'est bien. promis. C'est promis, parce que les 10 ans de ce Mmh. référendum et de la trahison du peuple Mmh. correspondent, aux 20 ans, Mmh. année pour année, de la trahison du référendum français de 2005, qui est un peu sur la même logique. Absolument. C'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça qu'on voulait, te voir ici. Alors, j'ai oublié de dire, vous entendez, Zoé parle un français parfait ou quasi parfait. C'est aussi parce que, tu as une empreinte internationale extrêmement importante. Tu es diplômée je crois de master de droit de la Oui, Sorbonne. j'ai fait une maîtrise. J'étais étudiante Erasmus à Nanterre, à Paris 10. J'ai fait une maîtrise là, en droit international public. Et puis, j'ai eu un DEA de la Sorbonne de Paris 1. C'est ça. Et aussi à Columbia. Parce que tu parles Euh, parfaitement anglais. oui. Non, mais c'est important, c'est, Mhm, d'avoir aussi ce statut et cette compétence et tout le travail accumulé. C'est ça qui fait aussi mhm, que les gens font confiance. mhm. Parce que l'un des problèmes, c'est que avec toutes les trahisons qu'il y a eu du peuple ici, la confiance dans le politique s'est beaucoup effondrée. C'est quelque chose auquel on fait tous face dans tous les pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a comme un espoir qui renaît grâce à Cap sur la Liberté et grâce à ce que vous faites avec tous ceux qui travaillent avec toi. Tu sais, George, en 2015, quand j'ai eu ce trajet différent, j'ai refusé de donner les clés du Parlement à la Troïka, j'ai refusé de contourner le référendum, et puis le gouvernement a dissolu le Parlement pour se débarrasser de moi. Donc là, j'ai dit, les mensonges courent vite, mais la vérité est dure. Et je dirais que le peuple peut discerner les mensonges de la vérité. Le peuple peut apprécier la cohérence d'un trajet politique et humain. Et le peuple dit non au mensonge et dit oui à la vérité. Le besoin de la vérité est très très fort dans les peuples du monde, je Bien dirais. sûr. Et ce qui est très positif, je dirais, c'est que l'histoire toujours permet à la vérité d'être avérée. Et tu es très acharné dans tes combats, parce Mmh. que il me semble me souvenir que l'une des premières actions quand la Commission européenne a après repris le contrôle sur le Parlement grec en 2015, Mmh. c'était d'arrêter le travail que tu faisais en tant que présidente de la Voulie, d'avoir lancé une commission d'enquête sur la dette publique. Absolument. Euh, Oui, c'était une commission, on l'appelait en français Comité de vérité sur la dette publique. Et c'était un comité de vérité pour nous rappeler que ce qui a été imposé au peuple grec était criminel. Et on a dépourvu les Grecs de leur salaire, de leur retraite, de leur sécurité,
de leur Les attaques sur les dignité. services publics. Absolument, absolument. Donc, ce comité a investigué la dette, la dite dette publique et a découvert, on ne le savait, mais là on a pu mettre ensemble toutes les preuves que cette dette n'était pas légitime, que cette dette n'était pas légale, que cette dette était liée à des contrats de corruption, des contrats de gouvernement corrompus, et il y a eu des dépenses publiques qui ne sont quand même pas, qui ne sont jamais arrivées à des buts publics. Donc ce n'était pas le peuple qui a profité de ces dépenses, et il n'était pas légal d'imposer cette dette au peuple. Le comité a travaillé d'une manière très intense en 2015. Il a produit, et on avait des Français dans le comité, il a issu deux rapports, je dirais, qui Donc on peut montrent... voir celui-là à l'écran. Mhm. On remettra. Très bien. Et ensuite, quand il y a eu la dissolution du Parlement, le prochain président du Parlement, quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur et qui a accepté de contourner le référendum, de faire un coup d'État contre le peuple, il a aboli le comité et il a dit que le comité est fini. Et en fait, parce que le comité avait aussi deux bureaux avec ses archives, ils sont entrés dans le bureau du comité, ils ont confisqué les archives du comité. Mais tu as gardé des éléments pour continuer Absolument. le combat 10 ans après, encore là. Est-ce que vraiment c'est important? Alors, on reviendra ici pour continuer en détail de travailler sur ces sujets, parce que c'est vraiment tout est lié. Cette dette, tu l'as dit, ça a conduit à Tempi. Parce Absolument. que cette dette a justifié la casse, comme tu l'as dit, de l'État, des services publics, la privatisation. C'est ce qui avait été fait aux pays africains dans les années 80 et 90 et qu'avait dénoncé Absolument. Thomas Sankara fort justement à Addis Abeba en disant l'arme de la dette en 1987. Il l'avait Les éliminé. pays africains et les pays sud-américains. Et les pays sud-américains. Maintenant, la Grèce, quelque part, est le premier pays européen à qui on a appliqué cette méthode néocoloniale, en fait. Et maintenant, c'est la France. Et c'est pour ça que c'est très très intéressant de savoir comment tout s'est passé pour armer aussi nos citoyens. Je te remercie beaucoup Zoé, je sais que tu es très pressée. Alors on aurait dû faire ça beaucoup plus longuement, mais il y a eu énormément de débats et de combats. On est resté des heures hier au Parlement. Tu es vraiment, ça se voit qu'il y a énormément de combats. Puis on t'a suivi sur 2 combats à l'extérieur. Ça, juste ça en 3 jours. C'est vraiment, tu as un emploi du temps très très chargé. Donc je te remercie beaucoup de C'est moi l'accueil qui que te tu nous as fait. remercie, George Et et je voulais juste Pedro. souligner une chose, c'est que tu as en plus attaqué parce que femme. Et ça, c'est assez incroyable. Le volume d'attaques que tu subis, d'attaques sexistes, là, je crois qu'on t'a demandé il y a quelques jours de faire un enfant, Oui, c'est ça? Au c'est ça. Parlement. C'est ça. Et là, comme je suis la seule chef de groupe parlementaire qui est femme, j'ai une responsabilité encore plus lourde sur mes épaules de représenter toutes les femmes qui subissent des attaques sexistes, qui subissent la violence sexiste et qui sont des victimes des féminicides. On a un très grave problème ici en Grèce. C'est alors une responsabilité pour moi et je continuerai à être la voix des femmes, mais aussi la voix des citoyens, des enfants, des immigrés, de tout le monde, de toutes.
existence humaine parce que ce qui nous discerne de ceux qui, de ceux qui se comportent d'une manière criminelle vis-à-vis les peuples, c'est que nous, et d'ailleurs c'est la même chose pour toi, et nous regardons les êtres humains, nos compatriotes, nos concitoyens, nous regardons l'un et l'autre, l'une et l'autre, et nous voyons des êtres humains. Merci Zoé, on reviendra, il y a énormément de choses à discuter et d'expériences à tirer de toi et puis de ton expérience et de ce que vous faites à Cap sur la liberté et de vos combats. Et puis de toute façon, Athènes, c'est un peu les racines de tous ceux la qui sont attachés à la démocratie. démocratie, donc c'est un peu la ville de tous les Européens, même si bien sûr c'est la capitale de la Grèce. Encore une fois, merci Zoé C'est moi qui vous et à remercie. très bientôt. À très bientôt. Bon, tout à l'heure, on était avec Zoé Konstantopoulou, là, sur la plateforme de la Voulie, le Parlement grec. D'ailleurs, petite remarque quand même qu'on a notée dans toute la ville, mais là, y compris sur le Parlement grec, c'est le Parlement grec. C'est pas même s'ils sont très européistes, c'est pas une antenne de la Commission européenne. Donc il n'y a pas de drapeau européen ici. Hein, drapeau grec, point. Et ça, c'est ce dont nous parlait Zoé. C'est c'est les 57 victimes de Tempi, l'accident ferroviaire qui est arrivé à Larissa, avec le nom des victimes. Donc une sorte de mausolée populaire qui a été fait spontanément. Et donc elle nous a dit que l'année dernière, ça avait été effacé. Ça a fait un scandale, donc ça a été remis. Et là, on a 57 victimes de Tempi. Donc, ce qui a provoqué des mobilisations massives, on ne le rappellera pas assez. Donc, jusqu'à 1 million de manifestants à Athènes, dans un pays de 11 millions d'habitants. Il faut se rendre compte, c'est comme s'il y avait 6 millions de manifestants à Paris, hein, pour l'échelle rapportée à la population, pour s'opposer aux politiques néolibérales, entre autres imposées par l'Union européenne, avec le mémorandum et le non-respect du référendum de 2015. Les Grecs, ça fait 10 ans que le référendum n'a pas été respecté. Nous, en France, c'est 20 ans. C'est un anniversaire la même année. 2005-2015, on est en 2025. Et donc les citoyens protestent contre la destruction des services publics, l'affaiblissement des services publics, le moins de moyens pour l'État, moins de moyens pour la maintenance, la privatisation généralisée qui conduit à des drames, dont ce drame de Tempi où 57 personnes sont mortes. Et c'est assez étonnant, le peuple fait son propre mausolée. Donc c'est un monument aux morts populaire, c'est un monument aux morts contre l'austérité néolibérale européenne. Enfin européenne, imposée par Bruxelles. C'est assez incroyable.